Nous allons commencer avec un sujet sur la végétalisation douce des berges. Alors, pour en parler, je vais me tourner vers Yann Fradin. Yann est directeur de projet au sein de l'association Espace, une association d'insertion qui est membre du mouvement Emmaüs, et il est spécialiste du génie végétal sur la Seine. Bonjour Yann Fradin. Bonjour, vous m'entendez? Bon. Tout à fait. Oui, Alors, allez. euh, peut-être pour commencer, une réaction sur ce que viennent de dire nos 2 premiers intervenants. Ils vous ont, préparé le terrain en parlant de la nécessité de penser les berges, hein. Oui, bah, tout à fait, hein, j'ai bu du petit lait avec les interventions de Michel Carmona et Antoine Rumbach. C'est vrai que c'est à la fois le chevelu hein, qu'évoquait Michel Carmona, donc tous ces petits réseaux de rigoles, de rivières qui alimentent la Seine. Il faut savoir que dans tout le cœur de l'agglomération, il n'y a plus aucune eau claire qui n'arrive quasiment. C'est-à-dire que toutes les rivières étant canalisées, elles vont directement à Achères, et Achères, on sait qu'il en sort de l'eau moyennement claire. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu-là. Et puis, effectivement, il faut de la nature, il faut de la végétalisation le long des berges. Et donc, ce grand corridor écologique hein, qu'est la Seine, hein, on a vraiment un immense corridor écologique, mais qui aujourd'hui, notamment dans sa traversée parisienne et même un peu plus loin, hein, Haute-Seine également, est vraiment beaucoup trop urbanisé aujourd'hui et qu'il faut revégétaliser. Alors justement, j'ai dit que vous travaillez sur la végétalisation douce des berges. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, on a démarré il y a 25 ans à Espace en créant des emplois d'insertion à la fermeture des usines Renault, hein, donc, qui ont été démolies, et donc on laissait place à un peu de verdure, notamment sur la rive gauche de Seine. Et donc du coup, l'enjeu, ça a été de se dire comment est-ce qu'on, avec nos petits moyens, on est une association hein, d'insertion, comment on revégétalise ces berges et comment on trouve des alternatives, surtout, ça a été évoqué tout à l'heure, à la canalisation de la Seine, même tout en gardant sa canalisation au sens fluvial du terme. Et donc, du coup, à ce moment-là est sorti le guide L'achat, le guide de végétalisation des berges, sur les berges plutôt rurales. Et nous l'avons adapté aux berges de Seine, aux berges d'un grand fleuve navigable. Et ça marche très bien, hein, puisque tous les ouvrages que l'on a réalisés depuis 25 ans, tous se tiennent. De temps en temps, il faut les réparer un peu, les réaménager. Alors, vous voyez les photos, là, des boudins végétalisés, donc, qui vont être mis sur les bords de Seine et qui vont permettre de tenir, de faire face au bâtillage, donc aux vagues d'étraves des bateaux, au courant l'hiver. Hein. La Seine, c'est un fleuve très, très tumultueux l'hiver. On connaît les crues de 1910. Hein. L'été, c'est calme. En fait, l'été, il n'y a pas d'eau qui coule. On ne le voit pas parce qu'il y a les écluses. Mais l'été, c'est là qu'on passait à gué. Effectivement, il y a un filet d'eau qui passe. Et l'hiver, par contre, c'est un grand fleuve avec toutes les pluies qui rugit un peu. Et donc voilà, donc la végétalisation, c'est le tressage en fait, c'est l'utilisation du végétal, de sa puissance du végétal, son tissu racinaire, qui va maintenir la berge, qui va tresser et qui va être donc une alternative, mais vraiment une alternative à l'enrochement, aux pales planches, au béton, tout ça pour à peu près 10 à 20 fois moins cher. Donc en plus, c'est vraiment à tout niveau gagnant. Par ailleurs, ça crée de l'emploi. Donc c'est malheureux que ça ne soit pas, que Paris soit pas déjà tout vert. Mais ça va venir. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Enfin, vous avez abordé plusieurs aspects. Il y a aussi l'aspect des enjeux du changement climatique. Il y a un effet direct, hein. Ben oui, la végétalisation, elle va avoir plein d'aspects. Elle dépollue la Seine d'abord, elle la rend plus vive, hein, l'eau, je veux dire, elle est pure, elle auto-épure. On parle de phytoremédiation, de phytoépuration, ben là, c'est ça au quotidien. Une rivière, ça fonctionne comme ça, une forêt même, quand toutes les eaux passent dans la forêt et ensuite rejoignent les ruisseaux et les rivières et les fleuves. Et donc, du coup, effectivement, ça va permettre ça. Ça va permettre d'avoir de la végétation, tout simplement. Donc, il y a l'évapotranspiration, il y a cette végétation qui est présente, donc qui rajoute de l'humidité, qui abaisse la chaleur. Par ailleurs, soit elle est contre du béton ou contre de la pierre, et donc du coup, elle cache, elle refroidit hein, la pierre quand il y a du plein soleil ou quoi. Hein, on connaît les murs en plein été, ils renvoient de la chaleur pendant toute la nuit quasiment. Bah là, non, quand on a de la végétation, c'est pas le cas.
Donc voilà, on va avoir cette nature qui va créer de l'air. Alors il y a une étude de la Pure qui est très très intéressante que mon collègue qui est d'ailleurs là dans la salle, Benoît Doncker, a sorti sur le plan, sur l'aspect du plan air-climat et qui montre comment, même dans des micro-endroits, à partir du moment où on a la végétation, on a des courants d'air frais, par exemple autour des buttes de Chaumont, en plein Paris, qui se créent. Et donc, du coup, le fait d'avoir de la nature, ça crée des courants d'air frais en plein hiver, en plein été, en plein hiver aussi, mais en plein été. Et en plein hiver, ça fait plutôt ça régule plutôt le grand froid. Yann, on nous pose une petite question sur votre photo. Quels sont les végétaux qui figurent au premier plan de la photo? Tout en bas, alors ça c'est une photo de Fourqueux, donc on n'est pas du tout sur la Seine, mais on est sur un affluent, le rue de Buzeau. Alors je ne sais pas ce que c'est Thierry Métro et son équipe qui ont planté tout ça, mais là on a des roseaux, là on a des carex, là devant je ne sais pas, mais Jean-Philippe Ciblet ou quelqu'un va nous le dire. C'est inquiétant, c'est lui qui pose la question, ouais, mais alors il nous répondra. Idée, à mon avis. Bon. Donc, en termes de végétaux, sans ça, on plante, nous on travaille exclusivement avec des végétaux locaux, effectivement tout ce qui est carex d'un côté et puis roseau, et de l'autre côté en termes de ligneux, le frêne et surtout le saule, avec toutes les variétés de saule qui vont maintenir la berge et qu'il faut après gérer. C'est-à-dire qu'aussi, l'enjeu, c'est qu'il faut gérer la halia. C'est pas on plante et après on attend, on va revenir dans 20 ou 30 ans. Si on veut être dans un endroit qui est quand même anthropisé, où on continue à vivre, il faut entretenir et pas laisser, ce qui est très souvent le cas, on plante et puis où on laisse pousser, comme sur les talus ferroviaires ou ailleurs, et on laisse tout, et on vient tous les 5 ans, 10 ans ou 20 ans tout raser. Donc là, on n'est pas vraiment dans une gestion écologique. Alors justement, Yann, j'allais vous demander quel est votre message pour les élus qui nous écoutent. Alors est-ce que c'est celui-là ou est-ce que vous en avez un autre? Oui, celui-là, c'est tout à fait. C'est d'une part, il faut des équipes de gestion, je veux dire, il faut des équipes ou des personnes, en tout cas, qui vont gérer les lieux. Et donc là-dessus, nous, on encourage la question de la création à Espace et au mouvement Emmaüs de créer des emplois d'insertion. Et puis, de l'autre côté, ce qui est important, c'est en amont de ça. Très souvent, nous, on le voit en répondant à des appels d'offres, en regardant des cahiers des charges ou quoi, c'est-à-dire qu'il faut démarrer une concertation, je dirais, innovante en amont. Je vois Isabelle de Raison de Chaville, élue à Chaville, qui anime actuellement un groupe de travail sur le sujet, sur sa ville. Donc, il y a besoin vraiment en amont de démarrer ça pour ensuite pouvoir redescendre sur des cahiers des charges je dirais, innovants qui laissent des marges de manœuvre et ensuite aller rechercher, donc faire du benchmarking en amont, rechercher des opérateurs qui sont en pointe sur ces sujets parce que malheureusement, on a encore beaucoup de cahiers des charges ultra classiques, d'opérateurs ultra classiques et on voit régulièrement, avec des bonnes intentions au départ, des catastrophes d'aménagement. Merci beaucoup Yann Fradin, c'était très clair. Je vous dis à bientôt. Nous allons aborder un nouvel aspect de cette écologie de nos fleuves en nous tournant vers Mathieu Delahaye, qui est responsable protection de la ressource et des milieux aquatiques chez Suez. Alors en fait, Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour. Vous allez nous expliquer que avec la crise du coronavirus, vous avez pu faire une innovation et voir comment est-ce qu'on peut utiliser les eaux usées pour prévenir les épidémies. Voilà le sous-titre que nous avons choisi ensemble. L'idée, c'est de se pencher sur un sujet qui est peut-être un peu technique, mais dont nous avons vu toute l'importance ces derniers mois. Alors, vous avez accepté de répondre à 5 questions sur ce sujet. J'ai vu qu'en plus, vous aviez gagné un prix cette semaine avec cette innovation. Tout à fait, on a gagné le prix de l'innovation du Salon des maires 2020. On est très contents. Bravo. Alors, quand vous êtes-vous rendu compte qu'il était possible de détecter le virus de la Covid-19 dans les eaux usées? Alors, il faut voir effectivement que les eaux usées, c'est le reflet de notre activité. Donc, on peut retrouver des molécules comme des micropolluants, des médicaments dans les eaux usées. Et là, pour le coup, on peut aussi retrouver des virus qui vont nous contaminer.
Donc effectivement, dès la première vague, dès le mois de mars, on a commencé à faire de la recherche là-dessus. On a monté un programme de recherche en France et en Espagne, au sein de Suez. Et puis, on a aussi participé au réseau OBEPIN, qui est un observatoire de recherche qui a été monté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui contient notamment la participation d'autres Paris, mais aussi des universités françaises. Et donc, au sein de ces deux programmes-là, on a cherché à voir déjà l'impact du Covid dans les eaux usées. Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il va continuer à se proliférer? Est-ce qu'il est actif? Et aussi, on a cherché à le détecter. Donc, on a beaucoup travaillé sur les méthodes de détection pour arriver à voir s'il était traité dans les stations d'épuration et puis aussi savoir comment il se propageait, est-ce qu'il était présent dans les eaux usées et à quelle concentration et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de ces analyses. Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement maintenant? Alors, on a réussi à détecter le virus. On a réussi aussi à faire la corrélation entre la concentration en virus et le nombre de cas de personnes infectées. Et donc, on a cherché à utiliser ces connaissances-là pour aider à visualiser la circulation du virus dans la population. Donc, on a utilisé en fait les réseaux d'assainissement pour pouvoir identifier quels sont les endroits qui sont affectés. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On installe des préleveurs automatiques. On va faire des échantillons à certains endroits du réseau. Donc, on connaît relativement bien les réseaux. On sait à quel endroit on a le plus d'intérêt à installer ces prélèvements. On va récupérer les échantillons, faire des analyses. Sous 3 jours, on va avoir des résultats qui vont nous donner des concentrations en virus pour les différents secteurs qu'on contrôle. La méthode d'analyse, finalement, c'est assez proche de ce qu'on utilise pour les tests diagnostiques physiques. C'est de la PCR. Maintenant, je crois que tout le monde connaît ce terme. Alors, évidemment, il y a des étapes avant de faire cette PCR. Il y a de la concentration. Enfin, c'est évidemment pas exactement la même chose, mais la méthode d'analyse est assez proche. Et donc, ça nous permet de détecter les zones qui sont les plus infectées par rapport à d'autres et à pouvoir après donner ces informations-là aux organismes sanitaires, aux collectivités, pour qu'elles puissent agir localement. Une collectivité peut se tourner vers vous pour installer ces détecteurs et alors je ne sais pas si c'est déjà commercialisé, mais c'est de quel ordre de coût et enfin, comment ça marche, hein? Oui, c'est déjà commercialisé. On est en train de démarrer sur certaines villes en France, notamment sur Orléans. Le coût, ça dépend en fait du nombre d'endroits qu'on cherche à surveiller. Donc, on peut surveiller des gros collecteurs pour avoir des idées sur les gros quartiers. On peut aussi faire des remontées de réseau pour détecter des foyers infectieux. Si on voit qu'il y a une poussée épidémique sur ces gros collecteurs, on va essayer de remonter pour trouver l'endroit d'où provient cette poussée épidémique. Et on peut aussi suivre des cas particuliers comme des sites sensibles comme les écoles, les EHPAD, les résidences autonomie, choses comme ça, ou les sites sportifs pour essayer de détecter le plus tôt possible les reprises épidémiques et puis poursuivre les tendances pour voir aussi les diminutions, on espère que ça continuera dans ce sens-là. Mais voilà, donc on peut installer ça et en termes de coût, ça dépend du nombre d'analyses, la durée de suivi. Voilà, ça va être pour, on va dire, quelques mois, ça va être quelques dizaines de milliers d'euros. Mais évidemment, c'est complètement adapté au territoire qui est surveillé. Voilà, plus le réseau est grand, plus évidemment, ça va être plus coûteux. Et l'avantage après pour la collectivité, qu'est-ce qu'elle peut faire de ces informations? Est-ce qu'il y a déjà des endroits qui utilisent ça dans le monde, hein? Alors, l'intérêt pour déjà de l'analyse par rapport à ce qu'on fait déjà avec les tests physiques, c'est que grâce à cette analyse-là, on détecte l'excrétion du virus dans les eaux usées, donc dans nos selles. Et en fait, dès qu'on est infecté, on va excréter du virus. Or, on voit qu'actuellement, on peut être infecté et ne pas développer de symptômes. Donc finalement, les tests physiques ne vont pas forcément détecter les asymptomatiques qui ne vont pas aller se faire dépister. Par contre, nous, on va les voir. Dans les eaux usées, on va voir les personnes qui sont infectées, donc qui peuvent être contaminantes, mais qui ne vont pas développer de symptômes ou qui n'ont pas encore développé de symptômes. Donc finalement, on a un avantage, c'est qu'on est un peu en avance sur les tests physiques et aussi qu'on peut tester tout un large panel de population, tout un territoire, de manière très régulière, puisque c'est complètement indolore, on ne voit pas, finalement, c'est fait dans le réseau, les personnes ne s'en rendent pas compte, donc ça peut être fait de manière très régulière. Et c'est effectivement un aspect intéressant parce que ça permet de faire un suivi continu, donc, ce qui n'est pas le cas avec les tests physiques.
Et ça, ça a été mis en place déjà en Espagne. Donc, il y a 12 millions de personnes en Espagne qui sont suivies par cette technologie-là. Donc, on a mis en place cette offre-là en premier en Espagne, avec Madrid, Valence, la Catalogne, l'Andalousie qui sont déjà suivies. Et on est en train effectivement de déployer ça en France pour voilà, différentes communes. Et l'avantage, donc, c'est de donner des infos qui soient locales, qui soient plus régulières et aussi plus fiables, parce que plus sur un panel de personnes plus élevé, pour pouvoir avoir des actions locales, permettre aux collectivités de prendre des actions locales, notamment pour ne pas impacter de manière trop généralisée la vie quotidienne des citoyens et la vie économique également, hein, et puis bien sûr protéger la santé des habitants. Oui, on a dans les commentaires là quelqu'un qui fait remarquer que maintenant il faut leur donner des masques aux poissons. Je pense qu'en effet. Peut-être en conclusion, Mathieu, un mot à nos élus, aux élus qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, c'est peut-être d'installer votre système, hein, mais plus largement. Non, plus largement, bah déjà, c'est que le virus, il n'est pas vaincu. Ça, je pense que c'est ce qu'on entend et je pense qu'on commence à être bien conscient de ça. On n'est pas à l'abri, malheureusement, d'une troisième vague. On espère qu'elle n'arrivera pas, évidemment. Mais voilà, pour se protéger de ça, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Et il faut aussi éviter d'impacter au maximum la vie économique et la vie quotidienne. Donc, si on peut utiliser des données très locales qui proviennent des eaux usées, donc qui sont finalement à faible coût, hein, parce que comparé à des tests physiques, c'est beaucoup moins cher de tester des dizaines de milliers de personnes avec juste un test ou plusieurs tests sur le réseau. Voilà, ça peut aider à contribuer c'est pas la seule solution évidemment, mais aider à contribuer à limiter la propagation de l'épidémie. Et puis, c'est ce genre d'innovation aussi qui pourra servir à d'autres épidémies dans le futur, hein, et puis même à gérer des virus actuels comme la grippe ou la gastro. C'est exactement le même genre de système qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est vraiment pour dire il y a des solutions et que les eaux usées, finalement, peuvent contribuer à aider à ça. Ce n'est pas toujours une image très positive des eaux usées, généralement, mais là, ça peut nous aider à améliorer la situation. Merci beaucoup Mathieu Delahaye et encore bravo pour vos prix. Merci à vous. Je vais me tourner maintenant vers Patricia Blanc. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia est à tous, vous m'entendez bien? Tout à fait, vous êtes directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et je vais donc passer la parole pour nous parler un peu de la façon dont vous participez au plan de relance du gouvernement pour faire face à la crise de la Covid-19. Donc, l'Agence de l'eau est mobilisée pour participer au plan de relance national. Je ne reviens pas sur le fait que nous avons un budget supplémentaire en 2021 pour ça. Et ce budget supplémentaire va nous permettre d'accélérer la réalisation et l'accompagnement de projets prioritaires sur le bassin de la Seine et de la Normandie sur un certain nombre de thématiques qui figurent dans le dossier gouvernemental du plan de relance qui a été publié début septembre. Donc, on peut passer au slide suivant. Ces thématiques sont les travaux de modernisation sur le réseau d'eau potable lorsqu'il y a des schémas directeurs, des travaux de mise aux normes des stations de traitement des eaux usées. Il faut avouer que sur notre bassin, on a encore des stations d'épuration qui ne sont pas complètement aux normes de la directive sur les eaux résiduaires urbaines. Il reste des choses à corriger et ce plan de relance doit être l'occasion de corriger ça et d'avoir un parc de stations totalement aux normes très rapidement. La rénovation des réseaux d'assainissement, vous savez, notamment dans le cadre du plan baignade en Seine et en Marne, que c'est un enjeu essentiel pour parvenir au bon état de la Seine et pouvoir s'y baigner. Donc, nous souhaiterions vraiment mettre en priorité les travaux sur ces réseaux, infiltrer les eaux de pluie à la source et désimperméabiliser les sols pour détourner les eaux de pluie des réseaux d'assainissement. On sait que c'est également un enjeu. Et puis, en lien avec le virus, l'hygiénisation des boues de stations d'épuration pour pouvoir les épandre sans risque de propagation. C'est l'occasion de dire, suite à l'intervention de M. Delahaye, que l'Agence de l'eau peut financer les collectivités qui souhaitent mettre en place un système de surveillance du virus dans les eaux usées. Le conseil d'administration de notre agence a donné son feu vert pour ce financement, à condition que ces collectivités rejoignent le cadre
méthodologiques définies par le réseau Aubépine, donc les protocoles qui ont été définis dans ce réseau qui est copiloté par les ministères de la Recherche et de la Santé, et que les collectivités recourent à un des laboratoires qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce réseau après des essais interlaboratoires. Enfin, il y a d'autres laboratoires que Suez qui peuvent participer à ce type de campagne de surveillance. Nous retiendrons au titre du plan de relance des projets qui sont prioritaires d'un point de vue environnemental ou sanitaire. Il ne s'agit pas de renoncer à nos objectifs actuels à l'occasion du plan de relance. Donc, que ce soit les objectifs de la directive 4 sur l'eau, que ce soit les plans d'action départementaux, les PAOT, ou les contrats territoriaux eau et climat, qui listent un certain nombre de projets prioritaires dans lesquels on trouve notamment des réouvertures de rivières, dont a parlé par exemple M. Frada. On peut passer au slide suivant. Pour vous dire que pour mieux accompagner ces projets prioritaires pour l'environnement et pour la santé, notre conseil d'administration, outre l'augmentation du budget, a décidé des augmentations de taux d'aide qui figurent au slide suivant. On peut continuer la présentation. Voilà, quelques taux d'aide de manière très concrète. Pour l'hygiénisation des bouts de station, nous pouvons aider jusqu'à 80% des dépenses. Pour les projets prioritaires sur les réseaux d'assainissement et la gestion des eaux de pluie, on a un taux de subvention à 60%. Sur un autre sujet sur lequel le gouvernement, dans le cadre des assises de l'eau, nous a demandé d'intervenir, la lutte contre les fuites d'eau potable dans les réseaux de distribution, nous avons augmenté nos taux de subvention, mais surtout, on a élargi le périmètre d'éligibilité à l'ensemble des territoires ruraux et pas seulement aux zones de revitalisation rurale. On peut avancer sur la restauration des milieux avec un taux d'aide sur les ouvrages de franchissement pour la continuité augmenté à 80% lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui servent à la navigation, et un taux d'aide à la suppression des obstacles de 90% qui sont des taux normalement très incitatifs pour pouvoir accélérer ces projets. On peut aller au slide suivant. Pour vous rappeler que sur le plan baignade, que vous connaissez tous bien maintenant, je pense en Seine et en Marne, sur un certain nombre de sites qui sont engagés dans ce plan, le conseil d'administration de l'agence de l'eau a prolongé les aides jusqu'à la fin 2022, notamment sur la mise en conformité des branchements ou les travaux de rénovation des réseaux. Pour conclure, parce que j'ai vu dans le chat tout à l'heure que quelqu'un m'interrogeait sur les aides agricoles, alors c'était pas prévu de vous parler de l'ensemble des aides agricoles de l'Agence de l'eau, parce que ça nous prendrait beaucoup plus de temps que ça. Vous dire simplement en conclusion qu'en début d'année prochaine, nous aurons un appel à projet sur l'agriculture durable, dans lequel on va essayer d'aller un peu plus loin que nos domaines traditionnels d'intervention sur l'agriculture. Traditionnellement, on aide la conversion et le maintien en agriculture biologique, on aide le développement de filières à bas niveau d'intrants, on aide les mesures agroécologiques, les MAEC. Mais là, dans ce nouvel appel à projet, on va chercher à innover, notamment aller un peu plus loin sur les questions d'agroforesterie, la gestion forestière, les ripisylves et aussi la conservation de l'élevage. Alors, ça concerne moins l'Île-de-France, mais l'adaptation au changement climatique de manière générale du monde agricole, notamment face au risque de sécheresse. Pour terminer, nous avons… j'arrête là parce que j'ai déjà été… Non, justement, Patricia, je vais vous dire qu'on vous remercie voilà, pour ces précisions, qu'il fallait reprendre votre souffle, tout va bien. Vous avez largement rattrapé, donc je vous laisse conclure tranquillement, j'ai même une question à vous poser. Alors, un dernier mot pour vous dire que nous avons en ce moment, jusqu'en février, un appel à projet innovation qui s'applique à la fois sur les réseaux intelligents, la station d'épuration du futur, mais aussi en termes de surveillance de milieu, les techniques pour mesurer la qualité de l'eau le plus possible en direct et informer le public. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur l'information du public, sur la qualité de l'eau et des milieux. Et toutes les bonnes idées, on va dire, d'innovation dans ce domaine peuvent s'exprimer auprès de l'Agence de l'eau jusqu'en février. Et pour répondre à une question, nous ne faisons pas d'aide à 100%. J'ai vu passer cette… Vous les voyez 100% de subventionnement, non. Pour un certain nombre de raisons, notre conseil d'administration ne souhaite pas qu'on aide à 100% des projets, pour des raisons d'incitativité notamment. Mais quand on a des aides à 90% sur la suppression d'obstacles, on n'est pas très loin avec un reste à charge qui est seulement de 10% pour le maître d'ouvrage, qui peut être couvert parfois par d'autres subventions, notamment de collectivités. Peut-être deux questions pour conclure. On a encore un tout petit peu de temps, Patricia. La première question,
Est-ce qu'il y a pas une contradiction parfois entre, vos objectifs qui sont des objectifs à long terme, à très long terme et puis, un certain nombre de ces aides que vous venez de nous expliquer qui répondent à un objectif court terme, face au Covid, à la Covid? Oui, en fait, on a un budget de mobilisation important sur l'année 2021 qui va nous amener à financer des projets peut-être plus patrimoniaux, qui peuvent sembler s'éloigner de nos objectifs environnementaux et sanitaires. Mais vous l'avez vu, nos priorités d'action restent les mêmes. Nos taux bonifiés ne s'appliqueront qu'aux projets prioritaires et l'ensemble s'inscrit toujours dans la trajectoire de bon état, de reconquête de bon état des masses d'eau, qui est une trajectoire de long terme, hein. Vous savez que la directive 4 sur l'eau nous demande d'atteindre en 2027 ce bon état. Sur l'Île-de-France, je crois qu'on est un peu moins de 10% de nos cours d'eau qui sont au bon état au sens européen, donc on est très très loin de l'objectif. Mais on est sur une bonne trajectoire, une trajectoire de progrès. Je pense qu'à l'échelle voilà, de plusieurs cycles de la DCE, c'est un objectif qu'on peut raisonnablement se fixer. Mais les projets qui sont subventionnés dans le cadre du plan de relance, vous l'avez vu, sont des projets qui sont très orientés sur la reconquête du bon état, qui est notre objectif ultime. J'ajoute que le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, qui va nous engager pour la période 2022-2027, sera en phase finale d'élaboration l'an prochain, puisque le comité de bassin doit l'adopter fin 2021. C'est une étape très importante pour la politique de l'eau, hein. C'est le moment où on va décider d'un certain nombre d'actions pour la désimperméabilisation des sols, pour la réduction des atteintes aux zones humides, et là où on ne peut pas réduire les atteintes, les compenser. Il y a beaucoup de dispositions importantes dans ce projet de SDAGE et j'invite chacun à participer à la consultation du public qui aura lieu au printemps prochain sur le sujet. Alors pour conclure, j'ai envie de vous poser la même question qu'à d'autres intervenants avant vous. Quel serait votre message aux représentants des collectivités qui nous écoutent? En fait, leur dire qu'un certain nombre d'outils sont en place pour les accompagner dans la reprise, donc vraiment qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers les services de l'Agence de l'eau pour passer en revue les projets, voir de quelle manière on peut les accompagner. Et puis plus immédiatement, nous renouvelons le comité de bassin du bassin Seine-Normandie en 2021. Nous cherchons des femmes, voilà, puisque le projet de loi de simplification du droit qui est actuellement en phase finale d'adoption et d'examen par le Conseil constitutionnel nous impose très justement la parité au sein du comité de bassin. Il nous manque encore quelques femmes dans tous les collèges, donc que ce soit le collège associatif, que ce soit les élus, que ce soit les entreprises. Voilà, si on a des femmes candidates, signalez-vous auprès des organismes nationaux, les associations d'élus, le MEDEF, les associations de protection de l'environnement. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera au comité de bassin où on fait beaucoup de choses passionnantes, que ce soit de la stratégie de long terme à travers le SDAGE, que ce soit du soutien très opérationnel et très concret à des projets au quotidien. Je trouve qu'on a un programme de travail extrêmement intéressant dans ce comité de bassin, donc bienvenue à tous ceux qui souhaiteront y entrer.